Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors j'ai le privilège de faire la petite introduction. Ce matin, nous allons accueillir deux économistes pour essayer de comprendre et décoder l'économie au-delà de ce qu'on peut glaner comme info par-ci par-là. Que se cache-t-il derrière les leverage loans ? Cela conduit-il à de nouveaux comportements des acteurs ? Donc c'est en particulier ça qu'on va essayer de décoder ce matin. Je vous présente nos deux intervenants. Nous avons Denis Ferrand, qui est le côté le plus de côté, que nous connaissons bien à la FTE, parce que depuis plus de 12 ans, nous réalisons avec Rexecode une enquête mensuelle sur la situation des trésoreries, qui est reprise régulièrement dans les médias, car elle est un indicateur avéré de santé économique et même d'anticipation de crise de liquidité, comme ce fut le cas en 2008. Denis Ferrand est docteur en économie internationale de l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Il est directeur général de Rexecode depuis décembre 2008. Rexecode réalise des études économiques pointues sur diverses zones géographiques, sur les marchés financiers et les matières premières. Ces travaux sont suivis et ils sont appréciés des entreprises et des institutions financières. Denis Ferrand est également président de la Société d'économie politique depuis novembre 2016. Après avoir été enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble et avoir conduit des études de terrain en Thaïlande et Corée du Sud dans le cadre de sa thèse de doctorat, Denis Ferrand rejoint Rexecode en 2000 en tant qu'économiste. Il a notamment assuré l'analyse de la conjoncture économique de la France et conduit les travaux sur la compétitivité du système productif réalisés par l'Institut Rexecode. Il est en charge de l'analyse de la conjoncture des États-Unis et du Canada et des prévisions macroéco globales. Il est chargé du cours d'analyse de la conjoncture à l'Institut Gestion du patrimoine de l'Université Paris-Dauphine et intervient régulièrement dans les médias, télé, etc., ainsi qu'à l'occasion de conférences d'entreprises, voire même d'associations, comme ce matin. Nous accueillons également Laurent Clavel, diplômé de l'École polytechnique en 2004. En 2005, il ajoute à son diplôme les maîtrises d'économie et de mathématiques appliquées à Paris Schools of Economics et de l'ENSAE. Il commence sa carrière à l'INSEE, où il est en charge du suivi de l'économie française. En 2008, il rejoint le ministère des Finances, où il est responsable des études d'impact des différents scénarios de la réforme des retraites prévue pour 2010. En 2010, vous aurez peut-être des questions. En 2010, au sein de la Direction générale du Trésor, il devient chef du service économique et conseiller financier des pays nordiques pour l'ambassade de France en Suède, puis retour à l'INSEE en 2013 pour diriger l'équipe de 15 personnes responsables des analyses économiques court terme. Depuis 2015, il évolue au sein d'AXA Investment Manager en tant qu'économiste international au début et maintenant à la direction de la recherche qu'il assume depuis février 2019. Quelques nouvelles de la FTE. La FTE a sélectionné 5 thèmes prioritaires pour 2019. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais pour ceux qui ne l'auraient pas dans l'agenda, il y a 5 thèmes qui vont rythmer notre année 2019, qu'on le veuille ou non. Le Brexit, bon, ça on avait compris, la finance durable, les produits dérivés avec EMIR, l'évolution des indices de référence et l'évolution des moyens de paiement. Je vous livre aujourd'hui quelques actualités sur ces 3 thèmes. Le premier, EMIR. EMIR REFIT a été adopté par le Parlement européen le 18 avril dernier. La bonne nouvelle est que le reporting unilatéral va être désormais la règle pour les opérations de dérivés. La FTE a beaucoup œuvré pour faire passer cette mesure. Merci à tous ceux qui s'en sont préoccupés. L'obligation de compensation reste variable en fonction de seuil de volume et des dérivés traités. La FTE dialogue avec l'AMF et la DG Trésor et aide ses adhérents à décrypter la méthode de calcul des seuils. Là, on est encore dans cette phase-là.
En effet, à ce jour, les entreprises NFC, les fameuses Non-Financial Counterparties, et les NFC+, devront avoir procédé au calcul de leur position pour vérifier si elles bénéficient ou non de l'exemption de compensation. La finance durable. Il s'agit d'un dossier en forte évolution, pour ne pas dire ébullition. Investisseurs, banques, associations de place, Commission européenne, avec en particulier le HLEG sur la finance durable, l'AFMF, l'ICMA, etc., etc. Tout le monde s'en préoccupe. Il y a une nécessité de la dépolitiser et de rester concret et pragmatique. La FTE s'est positionnée sur le sujet il y a déjà 2 ans, sur la finance green plus spécifiquement, avec une lettre publique à la Direction générale du Trésor alertant sur les coûts de financement plus élevés que pour les émissions standards, sur le risque de segmentation du marché et en demandant des critères d'éligibilité plus précis. Mais surtout, si les critères ESG environnementaux, sociétaux et de gouvernance concernent toutes les entreprises d'un point de vue business, le financement durable fléché, lui, n'est qu'un compartiment de marché et n'a pas vocation à devenir le marché. La FTE organise en juillet une réunion sur la notation de crédit et la notation extra-financière. Et une analyse est en cours sur la position AMF sur le prospectus ESG. Les indices de référence. La transformation des indices de référence a des impacts énormes pour les trésoriers qui doivent adapter contrats, documentation et systèmes d'information. La FTE est très satisfaite de sa candidature acceptée à 2 groupes de travail coordonnés par la Banque centrale européenne, le Subgroup 5, Cash Product and Derivatives, et le Subgroup 7, Communication and Education. La commission juridique de la FTE surveille attentivement les clauses des contrats sur lesquelles les entreprises doivent rester vigilantes face à leurs contreparties. Et enfin, les prochains rendez-vous. Donc les prochaines réunions, c'est Bordeaux le 20 juin, Nice le 27 juin sur l'évolution des moyens de paiement, avec un focus sur l'instant payment qui intrigue et fascine ceux qui n'ont pas ou pas pu franchir le pas. Les banques ne sont toujours pas prêtes. Et sur le même thème est organisée à Paris une réunion le 11 juillet avec nos amis de l'AFDCC. Bon été à tous. Enfin, on espère que vous n'allez pas gâcher notre été. Et nous sommes là pour vous écouter. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci beaucoup Florence pour ces quelques mots d'introduction. Bon, on va essayer de ne pas gâcher l'été, effectivement, mais bon, on ne peut pas vous le garantir. C'est un peu ça le problème, surtout en matière financière. On sait toujours que c'est assez bon de partir avec un airbag, d'avoir quelques ceintures et quelques bretelles en période d'été qui sont toujours relativement chahutées. Et justement, la question que nous avaient posée à la fois Florence et Véronique en amont de cette réunion, c'était en gros où se trouve le principal risque de votre point de vue dans l'environnement économique et financier. Alors évidemment, le premier risque auquel tout le monde va penser, c'est le risque du tweet du matin, qui peut être un peu rageux, qui peut être certes compliqué à décrypter, mais qui va concerner principalement les tensions commerciales, dont on voit bien que désormais il y a une arme quasiment unique à l'arsenal de la politique économique américaine. En tout cas, c'est une arme qui est employée de manière extrêmement répétée et pour à peu près tous les sujets, que ce soit pour traiter l'immigration avec le Mexique, que ce soit pour traiter le rattrapage de technologique vis-à-vis de la Chine, ou que ce soit pour traiter l'insupportable concurrence que nous faisons porter aux vins californiens. Donc on voit bien qu'il y a un levier qui est majeur et qui en réalité emplit totalement l'espace, qui sature l'espace économique. Mais ce faisant, il passe certainement en arrière-plan un risque qui, de notre point de vue, est probablement plus marqué, qui en tout cas est certainement le point de vigilance le plus important à avoir. Et d'ailleurs, évidemment, nous sommes bien loin d'être le seul à le penser, puisque c'est probablement le risque qui est au fondement du changement de pied majeur qu'a effectué la Fed au cours du tournant des années 2018-2019. Je crois qu'on n'a jamais vu par le passé une telle rapidité dans la versatilité, une telle versatilité de la Fed, qui en décembre annonçait encore anticiper 2 hausses de taux pour 2019, et puis
encore des hausses de taux directeurs pour 2020. Et puis qui, en janvier, début janvier, dit non, mais on va peut-être faire une pause. Et peut-être même que petit à petit, la politique de réduction de la taille du bilan que l'on avait amorcée en 2017, eh bien, cette politique, on mettra peut-être la pédale douce. Et aujourd'hui, quand on regarde les messages qui sont portés par différents gouverneurs de la Fed, c'est plutôt qu'on pourrait s'orienter vers une ou deux baisses de taux. C'est quand même assez surprenant, alors qu'entre-temps, on a eu un chiffre de croissance aux États-Unis qui donne du 3,1% au premier trimestre, que certes, il y a quelques fléchissements dans les indicateurs de conjoncture, mais pas de quoi, jusqu'à présent, tomber en phase récessive. Oui, il y a le basculement d'une pente de courbe des taux qui est désormais inversée et qui, par le passé, a préfiguré des retournements majeurs de l'économie américaine, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait d'ores et déjà un retournement de l'économie américaine tel qu'il appellerait une réaction aussi forte de la Fed. En fait, de notre point de vue, le risque, il s'est exprimé ici. Il s'est exprimé par le fait que la Fed a pris conscience, peut-être, qu'avec un relèvement trop massif des taux, elle venait mettre en danger ce qui a été un des leviers qui a façonné la forte croissance de l'économie américaine au cours des derniers trimestres, des dernières années, qui est l'accélération très forte de l'endettement des entreprises. Et avec la remontée des taux, c'est un risque sur la solvabilité, sur la soutenabilité de cet endettement qui s'est vu très rapidement au travers de ce simple indicateur qui est l'indicateur du spread. Le spread entre les taux sur les corporate high yield et les taux sur les corporate, sur les obligations corporate de triple A. 10 jours après la dernière, en 10 jours après la dernière hausse de taux décidée par la Fed en décembre, on a vu une augmentation du spread de 70 points de base qui faisait déjà suite à une précédente montée plus régulière au moment du bouillonnement financier qui est intervenu à la fin de l'année dernière. Donc il y a d'une certaine manière presque une grande peur quant à la soutenabilité de l'endettement des entreprises américaines. Et donc, c'est là-dessus que l'on a envie de se focaliser avec un regard qui va être un regard économique, un regard que je vais essayer de vous donner un peu le tableau de l'endettement des entreprises. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe véritablement sur la dette des entreprises? Comment est-elle aussi traitée sur les marchés? Comment est-elle aussi titrisée? C'était un peu dans ce sens qu'on avait articulé nos présentations, Laurent et moi. Donc, sur la partie économique, les ordres de grandeur. Alors, la dette des entreprises, la dette brute, donc donnée par les comptes financiers de la Fed, la dette brute aux États-Unis, la dette des entreprises rapportée au PIB, oui, on est à un record. 47 points de PIB de dette brute, c'est une dette à la fois obligataire et bancaire, qui est au sommet. Quand on regarde la dette nette, c'est un petit peu moins vrai parce qu'une partie de cette brute a été aussi servie à augmenter la situation de trésorerie des entreprises. On le voit notamment quand on retranche les actifs liquides qui sont inscrits dans le bilan des entreprises. Eh bien, on a une dette nette qui est un petit peu moins, qui n'est pas à son record, qui avait été atteint au cours de la crise de 2009. Alors, est-ce que c'est un bon référentiel? On peut en douter. Mais en tout cas, c'est déjà un premier élément qui vient moduler. Et en fait, le problème de la dette n'est peut-être pas tant un problème qui est général, un problème global de l'endettement des entreprises, qu'il n'est un problème plus local. Mais j'y reviendrai. D'autres éléments qui sont sous-jacents de la dette, enfin, qu'est-ce qui a participé en type de véhicule à l'augmentation de l'endettement sur la période récente? C'est avant tout, c'est moins les titres obligataires, c'est moins la dette sous forme de titres que la dette bancaire qui a fortement accéléré au cours des 2-3 dernières années. Et en fait, c'est notamment les segments des entreprises à plus faible niveau de signature qui ont fortement accru leur recours à l'endettement. Pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude sur l'endettement. Si on prend un indicateur qui est très immédiat, un indicateur de taux de défaut, S&P nous dit qu'actuellement, le taux de défaut sur les seules obligations, il est à 1%, contre une moyenne historique à 2,9%, donc il n'y a pas aujourd'hui d'inquiétude manifeste. Ce qu'il faut regarder, c'est pas seulement évidemment la dette, c'est évidemment à quoi sert cette dette. Et quand on regarde, quand S&P fait un très bon outil tracker de l'évolution des leverage loans,
dont j'ai oublié le nom du site, mais je retrouverai, mais ils ont vraiment des publications très régulières sur ce risque associé à leverage loans, que si vous vous intéressez beaucoup au sujet, je vous invite à le regarder, il y a des parutions qui sont très intéressantes. Donc S&P relevait que l'évolution des leverage loans, avec pour contrepartie principalement eh bien, un refinancement de la dette existante, certes, mais surtout, ce sont des leverage loans qui ont permis d'activer tout un ensemble de fusions-acquisitions de la part des entreprises. Et également, une partie de cet endettement a servi au paiement de dividendes d'entreprises de private equity. Alors, oui. Pardon ? Oui. Alors, oui. La cible et une partie de cette dette sert à faire distribuer des dividendes, donc à sortir l'equity et à rembourser prématurément les LPs. Oui. D'accord. En tout cas, ça participe au niveau de l'endettement. Quand on regarde, alors est-ce que ce recours accru à l'endettement est venu déformer la structure du bilan de l'ensemble des sociétés non financières? Quand on prend là encore les comptes financiers des sociétés américaines, on n'a pas de déformation apparente. Quand on fait un simple ratio de dette sur fonds propres, il n'y a pas de déformation apparente. Cette montée de la dette a eu pour contrepartie une progression importante aussi des fonds propres tels que valorisés dans les comptes financiers. Il n'y a pas de dégradation. Ça, c'est une lecture en termes de bilan. On peut aussi faire une lecture en termes d'exploitation. Comme en même temps que cette dette s'est accrue aussi parce qu'il y avait un taux qui était en permanence en baisse. Quand on regarde le taux d'intérêt apparent de la dette de l'ensemble des entreprises américaines, hein, là, je ne regarde pas que les entreprises de faible qualité de signature. Quand je regarde l'évolution du taux d'intérêt apparent, donc simplement le rapport des frais financiers au montant de l'endettement, eh bien, on est toujours sur une pente de recul, ce qui fait que quand on regarde les conditions d'exploitation, ou plutôt les conditions de solvabilité de cette dette, en rapportant simplement le montant des intérêts versés par l'ensemble des sociétés non financières à l'excédent brut d'exploitation, aux marges nettes d'exploitation des sociétés non financières, il n'y a pas du tout d'accroissement ou de dégradation de cet indicateur de solvabilité. C'est un indicateur qui est très intéressant à regarder parce qu'on voit qu'il a bien anticipé les précédentes récessions. Quand, évidemment, en grisé, ce sont les phases de récession qu'a traversé l'économie américaine, on constate que depuis 1970, il y a toujours eu, préalablement aux entrées en récession, une accélération de ce ratio très simple, construit là encore à partir des données de comptabilité nationale. Pour l'instant, on ne voit pas cette accélération apparente des frais financiers sur les marges d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment la lecture qui est très globale. Autre élément pris depuis le FMI cette fois-ci, où on va essayer de regarder un peu plus en fonction du risque spécifique sur certaines entreprises. Quand on prend l'Interest Coverage Ratio, donc, qui va regarder cette fois à l'envers les résultats d'exploitation sur les charges d'intérêt, eh bien, la proportion d'entreprises pour lesquelles cet indicateur de couverture des frais financiers est inférieur à 1, eh bien, cette proportion d'entreprises continue de reculer. Idem quand on va regarder l'Interest Coverage Ratio, qui est compris entre 1 et 2. Donc, jusqu'à présent, il y a de l'endettement, mais dont l'augmentation du poids en termes de dans les comptes d'exploitation est jusqu'à présent capée par le fait que les baisses d'intérêt ne menacent pas la solvabilité. En plus, il y a eu une inquiétude, mais est-ce que cette inquiétude n'a été que passagère? Alors là, on regarde cette fois, on revient sur les obligations, pas tant sur les prêts. Quand on regarde les obligations, oui, il y a eu un arrêt soudain. Il y a eu un arrêt soudain des émissions obligataires qui est intervenu en novembre et décembre. Donc c'est vraiment le moment de la grande peur, on dirait, hein, où donc il n'y a plus du tout d'activité. Et puis en fait, des messages sur les taux directeurs qui sont un petit peu plus favorables. Assez rapidement, eh bien, on a retrouvé des flux d'émissions relativement élevés, même si, quand on compare, alors ici pour 2019, j'ai fait bêtement la moyenne
des émissions observées sur les 5 premiers mois de l'année comparées à la moyenne des émissions des 5 premiers mois de l'année 2018. Donc, on voit qu'on est quand même sur un momentum d'émissions qui est déjà un peu plus faible que ce que l'on avait en 2018. 2018 qui était déjà lui-même un peu plus faible que 2017. Et ce, sur tous les segments investment grade. En revanche, sur le high yield, on est sur des flux d'émissions qui sont redevenus à peu près conformes à ce que l'on observait en 2018. Autre élément, là, cette fois, on vient sur la partie plutôt crédit bancaire. Un corbeau ne fait pas l'automne, c'est vraiment c'est la petite image. Mais bon, voilà, est-ce que ça veut dire quelque chose, ceci? Cette petite remontée du taux de défaut sur la dette bancaire, je ne sais pas, c'est beaucoup trop tôt, c'est simplement un point. Mais en tout cas, jusqu'à présent, alors qu'on était sur cette trajectoire qui était quand même extrêmement régulière de baisse des taux de défaut, la petite remontée que l'on a eue ici, c'est toute la période de difficultés sur le secteur de l'énergie aux États-Unis, où vous aviez eu, avec la baisse du prix du pétrole, fragilisation d'un certain nombre d'entreprises qui s'étaient fortement endettées pour développer le shale oil, le shale gas. Et donc, on avait eu un risque qui s'était porté principalement sur cette catégorie d'entreprises. Depuis, on était sur une baisse très régulière du taux de défaut tel qu'observé par la Fed. Voilà, il y a un point de remontée. Voilà, je ne veux pas en tirer des conséquences définitives, mais en tout cas, pour l'instant, quand on regarde le tableau général de l'endettement des entreprises, pour l'instant, oui, il est en progression, globalement, mais la charge de la dette, au total, n'est pas si majeure et a même tendance à reculer. Et les taux de défaut ne sont pas jusqu'à présent à la hausse, ils sont même au plus bas quand on regarde les obligations. Alors, autre petit signal d'alerte, quand même, un peu le grain de sable pour l'instant, le grain de sable ou le caillou dans la chaussure, je ne sais pas s'il va grossir ce grain de sable jusqu'à devenir un caillou. Il y a ce que l'on appelle les fallen angels. Les fallen angels, donc, ce sont les entreprises dont la note est dégradée alors ici, c'est S&P qui le fait. Donc, le nombre de fallen angels a eu tendance à reculer. Il y a eu cette pointe en 2016, là encore, qui est expliquée par le secteur de l'énergie. Mais globalement, on est plutôt sur une tendance avec peu de dégradation de notes. Sauf en 2018, c'est un peu remonté par rapport à 2017. Donc, là aussi, peut-être un point de vigilance à voir, mais on est là encore à des niveaux extrêmement bas. En fait, c'est un peu comme toujours, c'est un peu comme ce qui se passait au moment des subprimes. En réalité, ce n'est pas tant le niveau de l'endettement qui pose question que son sous-jacent. À quoi sert cet endettement ? Est-ce que vraiment on est sur quelque chose qui est de nature soutenable ? Après tout, l'endettement des ménages américains aurait pu être soutenable si le marché immobilier américain avait continué de progresser, s'il n'y avait pas eu des besoins de rembourser des crédits qui venaient à échéance, ou en tout cas qui venaient de plus en plus coûteux. Évidemment, je ne pourrais que rappeler l'intérêt de revoir The Big Short, qui est certainement le film le plus intelligent qui a été effectué sur la description de la crise, outre le fait qu'il est quand même relativement amusant, mais en tout cas, il décrit bien tous les mécanismes. C'est vraiment un film extraordinaire. Donc, ça dit bien qu'il faut aller regarder le sous-jacent et non pas le seul niveau de l'endettement. Qu'est-ce que l'on a en sous-jacent ? Eh bien, le sous-jacent, c'est que une bonne partie de cet endettement, comme je le disais, ça sert principalement, pas uniquement à verser des dividendes, mais à culpa, mais ça sert aussi et surtout à racheter des entreprises. À racheter des entreprises et à un prix qui est quand même a priori de plus en plus élevé. Le prix aujourd'hui de rachat, alors quand on prend l'ensemble equity et dans l'ensemble de l'endettement, le prix de rachat des entreprises, c'est 10,9 fois l'EBITDA, ce qui est quand même un peu plus élevé que ce que l'on a en moyenne sur longue période. C'est même plus élevé que ce que l'on pouvait constater en 2007, par exemple. C'est un EBITDA en plus que ce que l'on avait en 2007. Et on est donc sur un palier qui est quand même extrêmement haut. Donc les multiples d'EBITDA sont élevés, d'autant que la manière dont on va mesurer l'EBITDA anticipé, il y a quand même des espérances de résultats qui tiennent à des effets de synergie d'entreprise qui peuvent quelquefois être un peu surévalués au moment où on va faire le montage financier. Autre point, la proportion d'entreprises, enfin de rachat d'entreprises qui se fait avec des effets de levier de 7 fois l'EBITDA ou de 6 fois l'EBITDA sont à des niveaux records. Donc
Là encore, c'est des points d'alerte qui sont à garder présents à l'esprit. Et ce qui pose, en réalité, la question qui est posée désormais, c'est en réalité pas tant un problème financier qu'un problème économique. C'est-à-dire que, est-ce que les promesses d'EBITDA qui sont en sous-jacent des rachats d'entreprises seront véritablement atteintes si la croissance vient à ralentir fortement, si on a un ralentissement des marges ou si on a une augmentation des charges d'intérêt. Alors la Fed a fait son boulot en faisant en sorte que la charge d'intérêt n'augmente pas trop et en arrêtant de monter les taux. Maintenant, tout va se jouer quand même en grande partie dans la croissance américaine et dans les évolutions de prix. Oui, un point auparavant. À quel moment va-t-on avoir une montée des maturités? Parce que la dette, il y a bien un moment où elle se rembourse. Et donc, comment est en train de se façonner le mur des échéances sur l'endettement? Alors, sur le speculative grade, on voit que ce n'est pas tant sur 2019 ou sur 2020 qu'il y a une montée forte des échéances. C'est quand même à partir de 2021-2022, surtout 2022, où on voit que les montants, les maturités seront quand même de plus en plus élevés. Donc, on a un souci clair dans la dette des entreprises, mais qui n'est pas tant son niveau que l'évolution de son sous-jacent et la capacité à avoir une progression des résultats. Ce risque, il n'est pas immédiat, mais c'est un risque, c'est une grande vigilance qu'il faut avoir. Et donc, pour terminer, ce risque viendra peut-être d'autant plus vite si les prévisions de Rexecode se réalisent. On voit que sur 2020, pour l'instant, on retient 1,3% de croissance. Ce n'est probablement pas ce rythme-là qui est inclus dans les calculs, dans les anticipations d'EBITDA qui peuvent être effectuées au moment de la réalisation du rachat d'entreprise. Idem sur les marges brutes d'exploitation des sociétés non financières. N'oublions pas qu'on a une année 2018 qui est quand même tout à fait exceptionnelle en termes de résultats d'exploitation. On a quand même devant nous plutôt un ralentissement des résultats des entreprises, surtout si l'inflation reste à peu près à ce niveau. Il n'y a pas beaucoup d'inflation. La productivité devrait plutôt ralentir, donc ça ne vous fait pas tellement de capacité à dégager des résultats d'exploitation. Et donc c'est bien dans l'économie, à nouveau, que l'on peut trouver, que l'on doit rechercher les risques de crise financière qui viendraient de cet endettement des États-Unis. Pour conclure, donc un endettement des entreprises en progression. Ce n'est pas l'ensemble du compartiment des entreprises qui pose question, un peu comme pour le marché immobilier, hein, c'est des segments particuliers qui posent la question, ce n'est pas l'ensemble de la dette des entreprises qui pose question, c'est la dette des entreprises qui sont à faible niveau de notation, et notamment qui se sont endettées par des prêts syndiqués, ces fameux leverage loans, sur lesquels on va revenir. Et surtout, ce risque se matérialisera à partir du moment où les promesses qui ont été faites pour la réalisation de son sous-jacent ne seront pas rencontrées parce que la croissance pourrait venir à fléchir. Merci. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Le titre est volontairement provocateur. En fait, si on réfléchit à ce que c'est qu'un CLO, la question vient assez naturellement, puisque en fait, un CLO, c'est on prend les fameux leverage loans dont a parlé Denis, on les empile, ensuite on fait des tranches, et on vous vend les tranches avec un rating, enfin, dans un ordre qui correspond à l'ordre dans lequel vous allez prendre vos pertes. Donc concrètement, voilà, vous empilez des prêts à des entreprises. À l'époque, c'était des prêts à des ménages pour acheter de l'immobilier américain. Ensuite, vous coupez en tranches, hein, comme un cake. Et ensuite, celui qui accepte de prendre les premières pertes, c'est forcément celui qui a le plus haut rendement. Puis quand on remonte dans la structure de tranches, on est dans la liste de succession pour prendre les pertes. Et donc, a priori, quand on est dans les 10% du haut, on se dit qu'il faut que les 90% du bas aient pris des pertes pour qu'on arrive à commencer à prendre des pertes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un rating AAA. Donc quand on décrit un CLO comme ça, on se dit, d'accord, ça je l'ai déjà vu, c'est ça que ça raconte 2007. Et donc il est en train de me revendre exactement la même chose. Et donc je devrais complètement paniquer. Donc la question est légitime, d'autant plus que, et moi c'est ça que je retiens de l'intervention de Denis, c'est que est-ce que c'est le moment de paniquer sur le niveau d'endettement américain? Sans doute pas, c'est un peu exagéré, mais est-ce que c'est un point d'attention? Oui. Est-ce qu'on est à un niveau record
Alors oui en niveau, mais clairement pas en charge d'intérêt, mais même en termes d'endettement sur EBITDA, c'est pas du tout un record. Mais par contre, est-ce qu'on est à un niveau haut cyclique? Oui, complètement. Donc c'est raisonnable de se poser la question et de qu'est-ce qu'on a fait avec ces fameux CLO. Alors, juste pour donner une idée du marché, donc ce que je vais faire en fait, c'est vous enchaîner un certain nombre d'arguments. Alors, ça peut donner l'impression qu'on n'est pas très confort, parce que si vous avez besoin de plusieurs arguments pour convaincre quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il n'y en a aucun qui est très solide. C'est pas comme ça que je vois les choses, évidemment, sinon je ne le ferai pas comme ça. C'est que vous avez toujours, vous connaissez la devise de Truman qui était qu'il souhaitait chercher un économiste manchot de façon à ce qu'il ne lui dise pas tout le temps on the one hand, on the other hand. C'est-à-dire qu'il ne lui présente pas tout le temps. Ma professeure de français en seconde disait thèse, antithèse, foutaise. Et c'est un peu ça, c'est qu'à force de vous présenter un seul argument, il suffit de le retourner et c'est fini. Et de fait, on vient de vous expliquer qu'il y avait de bonnes raisons de se poser des questions. Donc je pense que ça vaut le coup de présenter l'ensemble des arguments qui fait que ce marché n'est pas la même chose que ce qu'on avait en 2007. Ce dont je suis assez convaincu, puisqu'on en vend à des gens. Donc si on en vendait, puisqu'on en vend, c'est parce qu'on pense que c'est intéressant et qu'il y a de la valeur. Le premier point, c'est la taille de ce marché. Et ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit sur les graphiques de droite, c'est la taille du marché CLO, c'est-à-dire la taille du marché titrisé, donc les petits morceaux que j'ai racontés qu'on dispatche. Donc vous voyez que sur le marché américain, c'est vrai qu'il y a eu une progression très importante. Sur le marché européen, c'est beaucoup moins convaincant. On est à peu près au même niveau où on était il y a 10 ans. Donc il n'y a en gros pas eu de progression de la taille du marché CLO. Sur le marché américain, ça peut donner l'impression qu'il y a une envolée, mais tout ça, c'est en dollars. Entre-temps, évidemment, il y a eu de la croissance, il y a eu de l'inflation, pas tellement en Europe, mais aux US, il y a quand même eu un peu d'inflation. Et de fait, on n'est pas du tout au même niveau. Donc de fait, on a pris en gros 1 point de PIB sur la taille des CLO. Alors pourquoi je ne peux pas m'arrêter là? C'est parce que la dernière fois qu'on vous a vendu l'histoire des subprimes, comme quoi, notamment Alan Greenspan, qui était à l'époque le patron de la Réserve fédérale américaine, il expliquait que le marché allait diffuser le risque. Bon, le marché n'a pas diffusé grand-chose, pour être honnête. Voilà, et l'argument qui revenait très souvent à l'époque, c'est pas très gros. Donc l'argument du c'est pas très gros, en général, ça n'achète pas beaucoup de voix. L'argument suivant, alors je suis désolé que le slide soit un peu brouillon, mais en gros c'est parce que ça présente plein d'informations, et ça résume en gros mon point, qui est de dire, et c'est un élément important, c'est que les CLO de 2007, c'était des CLO qui vendaient de la titrisation du subprime hypothécaire américain, c'est-à-dire on vendait des prêts immobiliers à des ménages, tous américains, et la variable principale c'était le prix de l'immobilier américain. Aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est des prêts aux entreprises. Et du coup, c'est connecté à toute l'économie. Selon que vous regardez des US CLO ou des Euro CLO, vous savez que vous êtes connecté à l'économie européenne ou américaine. Mais ce qu'on voit ici, c'est le niveau de diversification sectorielle du portefeuille de prêts sous-jacents. Et vous voyez que même le plus gros secteur, qui est aujourd'hui dans les portefeuilles la tech, donc la technologie, ce qui n'est pas très surprenant, c'est un peu ce qu'on se retrouverait sur une construction d'un panier action entreprise aussi, d'un panier action, voilà, ça représente en gros 10-12% du panier. Donc il n'y a pas cette concentration extrême d'un seul secteur. À l'époque, je rappelle, un CLO de subprime, c'est 100% de marché hypothécaire américain sur une catégorie de ménages qui est en gros assez bien identifiée, qui est ceux qui ont le moins de ressources et le moins de revenus. Là, vous êtes connecté à toute l'économie avec une structure qui fait que les poids sont relativement bien répartis. Donc en gros, et c'était le point de Denis, pour que ce panier-là fasse des défauts où il y a 80% des prêts qui ont un problème, il faut que l'ensemble de l'économie américaine ait un gros problème, et auquel cas vous avez la même histoire que sur les actions, sur les obligations d'entreprise. Globalement, vous êtes en train de parler d'un choc macroéconomique important qui fait que l'ensemble des actifs qui sont connectés à l'économie en question voient des pertes de prix. Le deuxième argument, je ne vais pas tous les compter parce que sinon je vais me perdre dans ma liste, dans ma numérotation, mais moi je trouve que c'est un argument qui est à double tranchant, mais qui est aujourd'hui très convaincant. C'est le prix. À quel prix ces affaires se vendent? Et on voit un CLO de 2007 et un CLO de 2016. Et là-dessus, il y a 2 éléments. Il y a d'abord, donc c'est ce que je racontais, ça c'est mon cake où on a coupé des tranches. Tout en bas, il y a ce qu'on appelle l'equity de CLO, où vous êtes le premier à prendre les pertes. Et puis tout en haut, vous avez ce que les agences de notation
considère comme AAA, c'est-à-dire équivalent à la qualité de signature de l'Allemagne fédérale. Comme vous savez, même les États-Unis ou la France ne sont pas de cette qualité-là. Donc c'est vraiment très très sûr, vu des agences de notation. Et pour autant, et c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite, vous voyez deux choses. La première, c'est que la part des tranches est beaucoup plus régulière que ce qu'on avait en 2007. À l'époque, vous aviez 24%. Alors, j'ai un petit doute sur la façon dont c'est construit. Bon, j'ai un doute, peu importe. En tout cas, vous voyez que la part est beaucoup plus petite de ce qui est considéré comme AAA, donc il faut prendre beaucoup plus de pertes pour arriver à rentrer dans cette tranche-là. Et la deuxième chose, c'est le prix absolu, où vous voyez qu'en 2007, effectivement, on considérait vraiment que c'était AAA, puisque vous aviez une rémunération de 24 points de base supplémentaires au-dessus du taux sans risque pour prendre du AAA. Dit autrement, parce que 24 points de base, c'est vraiment très très faible, on est en train, surtout en 2007, à une époque où il y a encore des taux d'intérêt. Donc on est en train de dire qu'effectivement, c'est tellement sûr, et les agences de notation ont tellement raison de le noter AAA, que ça ne vaut pas plus que 0,2% en plus du taux sans risque. Aujourd'hui, il semblerait que le marché n'achète pas complètement cette notation AAA, puisqu'il demande 155 points de base. Donc ça, 155, c'est beaucoup plus, comme vous savez sans doute, que le spread moyen sur du crédit IG. Donc ça veut dire qu'en fait, les agents de notation disent AAA, mais le marché vous dit en fait c'est du high yield. Donc vous êtes, et par c'est du high yield, ce qui veut dire c'est que vous êtes payé pour détenir un risque AAA avec un niveau de rendement, qu'est-ce que vous donne du high yield. Est-ce que c'est le marché, est-ce que c'est les agences de notation qui ont raison? Peu importe. Mon point, c'est de dire qu'on n'a pas ce risque qui existait à l'époque de complaisance où tout le monde pense que tout ça est aussi sûr que du Bund et où du coup les prix sont très très resserrés. Vous le voyez même sur la tranche de single A, donc de A, où on n'avait que 60 points de base, donc vous êtes à 0,6% de plus en rémunération que du taux sans risque. Et en fait, il faut quand même, vous avez plus de la moitié du CLO qui est embarqué dans une notation de ce type. Aujourd'hui, vous voyez que d'abord il y a un peu moins de la moitié, mais surtout vous êtes à 330 points de base au-dessus du taux sans risque pour avoir du single A. Donc il y a à la fois cet élément de c'est mieux réparti dans les tranches, et deuxièmement, le prix correspond un peu plus, en tout cas il nous semble, au risque qui est pris. Je continue. Ça, c'est un graphique qui montre autre chose, qui est de dire qu'en fait, un prêt, le fameux leverage loans, il est mieux quand il est dans un CLO que quand il est en dehors. Donc, ce que montre le graphique, c'est simplement le taux de défaut en rouge d'un panier obligataire à yield, donc à haut rendement. En bleu, c'est les prêts syndiqués. Tout ça est sur les États-Unis de mémoire, parce que parce que c'est plus facile d'avoir les données. Et en jaune, vous avez le taux de défaut d'un prêt, des prêts syndiqués qui sont à l'intérieur de CLO. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, que c'est moins risqué qu'un high yield, historiquement. Comme vous savez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et deuxièmement, qu'en étant dans un CLO, le taux de défaut est plus faible. Pourquoi? Parce qu'un CLO, aujourd'hui, c'est la même chose qu'un fonds, en fait. C'est-à-dire que vous avez un gérant d'actifs, qui gère activement son CLO. C'est-à-dire les prêts qu'il y a dedans, ce qu'il met, ce qu'il n'y met pas, et comment il les sélectionne, et c'était un peu le crime absolu de la période 2005-2007, il y avait un mélange des genres entre les gens qui fabriquaient et les gens qui distribuaient ce genre de produits. Donc évidemment, ça crée un conflit d'intérêts assez important, ou en tout cas une incitation à la complaisance très élevée. Ce n'est pas les seuls qui étaient coupables dans la crise de 2005-2007. Dans la série, il y avait beaucoup de gens qui étaient responsables de procrastination élevée. Mais là, mon point, c'est de dire que parce qu'il y a un travail qui est fait de due diligence et de réfléchir à ce qu'on met dans le portefeuille, en pratique, le track record qu'on a, et on en a un similaire dans les portefeuilles que nous, on détient, c'est un taux de défaut qui est en fait plus faible que du high yield. Alors même que, comme je l'ai montré dans le graphique précédent, on est sur des rémunérations qui sont intéressantes. Que dire de plus sur la suite? Alors là encore, il y a beaucoup d'informations. Un point que je voulais faire qui est important, c'est cette histoire de mur de refinancement.
Donc c'est un sujet qui revient très souvent, le mur de refinancement. Et donc, comme vous savez sans doute, c'est le moment où arrivent à maturité beaucoup d'obligations ou de prêts et qu'il faut refinancer. Et on voit bien le problème si vous êtes dans ce qu'on appelle un Ponzi scheme, c'est-à-dire une arnaque en gros, où vous refinancez tout le temps quelque chose qui n'a pas de valeur. Votre plus gros risque, c'est évidemment, et vous le savez forcément, le risque, c'est jamais la solvabilité, c'est la liquidité. C'est le concept de faire une gestion de trésorerie prudente, c'est parce que le sudden stop, ça sera toujours un risque de liquidité. Et donc évidemment, si vous avez un problème de refinancement et qu'il y a un gros mur, il va falloir refinancer beaucoup à des prix qui du coup seront décalés, parce qu'il y a beaucoup qui est émis en même temps. Et en fait, ça remettra en question le profil de soutenabilité de l'ensemble de la dette, voire carrément le marché se fermera, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas à absorber une telle quantité de papier. Mon point là-dessus, c'est qu'il faut faire attention aux mots, c'est-à-dire que par définition, il y a toujours un mur de refinancement. S'il n'y en avait pas, ça signifierait que la dette a été étalée jusqu'à la fin de l'éternité. Par définition, si vous avez fait un arbitrage sur en gros le prix de votre dette, il y a une certaine, vous l'avez pris à une certaine maturité, donc disons 8 ans, et donc au bout de 8 ans, il y a un pic. C'est pareil sur la dette souveraine. Si vous regardez le profil de rédemption des maturités italiennes, évidemment, ou américaines, évidemment, comme il y a beaucoup d'émissions qui sont faites en gros sur le 10 ans, et ben, dans 10 ans, il y a un pic de refinancement sur la plupart des États. La question, c'est est-ce que ce mur, il est rôlé ou pas, ou est-ce qu'il se rapproche? Donc c'est un peu comme une vague, fatalement. La question, c'est de voir si la vague se rapproche. Ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que la vague ne se rapproche pas. Donc on avance dans le temps et la vague se décale. Donc ça c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'il y a un mur de refinancement? Absolument. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il est sur les CLO européens, enfin sur les prêts européens, pardon, le pic est essentiellement en 2024. Donc c'est pas forcément, on peut dire qu'il commence en 2022. Donc disons 2022. Mais mon point essentiel, c'est de dire que ce concept de mur de refinancement, il ne faut pas non plus en faire l'alpha et l'oméga de la réflexion sur l'endettement, parce que par définition, vous aurez forcément un mur de refinancement. Au pire, il aura une forme de vague moins pentue. Alors, je passe là-dessus pour vous montrer qui les détient. Et ça aussi, c'est très important, parce que dans le crime financier que je décrivais, qui a été construit dans les années 2005-2007, il y avait une question aussi de la détention, de la détention de la titrisation du subprime, ce qu'on appelle les MBS, les Mortgage-Backed Securities. À l'époque, c'est ce que vous voyez dans les chiffres, on avait la plupart plus de la moitié des tranches super senior, donc AAA, de CLO, qui étaient détenues avec effet de levier, et on avait des effets de levier qui allaient jusqu'à 100. Donc ça veut dire que évidemment, comme c'est AAA, vous pouvez vous en servir comme collatéral, et derrière, vous pouvez refaire du levier, et c'est ce qu'on appelait à l'époque, il y avait le concept de CDO Square, c'est-à-dire qu'on refaisait de la titrisation, on prenait ces actifs qui étaient considérés comme super sûrs, on s'en servait comme collatéral pour refaire de l'endettement qu'on retitrisait et on vous le revendait. Après, évidemment, on peut se demander, mais comment on en est arrivé là? Bon, alors je ne vais pas ouvrir une grande thèse de philosophie sur les péchés qui hantent l'humanité et l'appât du gain, mais parce que ça prendrait un tout petit peu trop de temps. Mais il me semble, et c'est ça qui est important de comprendre, que tous ces comportements un peu déviants, ils ont été apportés par effectivement une recherche de gain, mais que l'environnement avait créé. C'est-à-dire concrètement que plus les taux sont bas, plus il y a une tendance naturelle des investisseurs à se décaler sur la courbe rendement-risque. Et je vais y revenir dans un petit moment. Aujourd'hui, on a seulement 2% de la tranche AAA qui est utilisée avec effet de levier. Donc en gros, il n'y a pas de levier sur la détention AAA. Et pour ceux qui font du levier, on monte à 10, pas 100. Donc est-ce que ça existe encore des gens qui font ça? Oui. C'est pas très gros, c'est vraiment pas très gros, 2% c'est presque personne, et en plus l'effet n'est pas considérable. On a pareil sur les tranches plus inférieures. Pareil, quand on regarde qui le détient, et c'est ce qu'on raconte ici aussi, alors c'est là encore très, très centré sur le marché américain, parce qu'il y a davantage de statistiques, c'est plus facile, notamment parce qu'il y a un seul superviseur, enfin
il y a des statistiques agrégées qui sont plus faciles à construire. Sur le secteur américain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concentration de la détention sur des acheteurs qui fondamentalement les ont en portefeuille en buy and maintain, voire buy and hold, c'est-à-dire ils le détiennent à maturité. Ça fait partie aujourd'hui, les CLO comme les loans d'ailleurs, de l'allocation d'actifs relativement standard d'un investisseur institutionnel. Si vous êtes une méga banque japonaise, vous avez du loans. Ça fait partie de la panoplie des choses que vous avez, et notamment pour un investisseur qui serait contraint en termes réglementaires, où la part action dans l'allocation est très faible pour des raisons fondamentalement réglementaires. Donc du coup, aujourd'hui, on a une base d'investisseurs qui est, je dirais, plus mature dans un sens, et ça c'est le point aussi qui est important de garder en tête. Ces CLO, ceux qu'on vend, ils ne sont pas UCITS, donc on ne peut pas les vendre à votre belle-mère. C'est juste illégal. Ça aussi, c'est un indicateur qui me semble important. C'est-à-dire que le jour où votre belle-mère vous expliquera que les CLO européens, c'est super, et que son banquier lui en a conseillé, là, je pense qu'effectivement, il faudra vraiment paniquer. Et je ne le dis pas enfin, c'est pas seulement une plaisanterie, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, on arrivait au stade où n'importe qui racontait n'importe quoi et vous faisait des conseils sur comment faire un montage très compliqué sur du RMBS. On a la même chose sur le Bitcoin. Vous avez littéralement votre belle-mère qui vous a conseillé d'acheter du Bitcoin comme c'est malin. Ça, c'est pour moi un indicateur assez fort. Quand vous êtes arrivé, pourquoi ? Parce que évidemment, voilà, le concept de smart money n'a pas forcément beaucoup de sens. Hein. Les investisseurs ne sont pas forcément beaucoup. Il n'y a pas d'investisseurs ultimement malins. Mais c'est quand même intéressant de voir qui l'achète en premier, qui vous le revend. Et je dirais que ça dit quand même quelque chose, enfin, du vendeur quand il essaye de vous vendre quelque chose, si dans le même temps, en gros, il essaye de s'en débarrasser sur son bilan. Ce qui est quand même ce qu'on avait vu à l'époque, avec plusieurs vagues. Et à un moment donné, quand on arrive au stade où ceux qui détiennent la titrisation de l'hypothécaire américain, c'est des fonds de pension dans des endroits très très éloignés des États-Unis, voire carrément du retail via l'épargne retraite dans des pays hors États-Unis, il y a sans doute des cheveux blancs à se faire. Alors, on a la même situation, je vais passer parce que c'est en gros ce que j'ai raconté, on a la même situation sur le marché CLO européen. Et je voulais terminer sur, avant de passer à un dernier autre sujet, sur cette histoire des warehouses. Donc ça, c'est les entrepôts. À l'époque, donc à l'époque de 2007, ça posait un vrai souci parce qu'elles ont participé quelque part, enfin elles ont participé. Elles ont entretenu cette espèce de spirale de dépréciation très rapide des prix parce que les règles de comptabilisation qu'elles avaient sur leur bilan, donc notamment mark-to-market, faisaient qu'en intégrant les prix, ça les amenait à réduire le risque. Et donc à vendre davantage le portefeuille à un moment donné où il n'y avait pas forcément d'appétit pour ce portefeuille. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui sont importants. La première, c'est qu'elles ne détiennent pas une part très importante du marché. Et la deuxième, c'est que la plupart, notamment en Europe, ne sont pas mark-to-market. Donc elles peuvent rester en buy and hold pendant 1 an, 2 ans. Il y a moins ce risque de liquidité du marché qui se fermerait, où vous ne trouvez pas d'acheteurs pour votre produit. Vous êtes obligé réglementairement de réduire le risque. Et du coup, vous créez une spirale de baisse des prix juste parce que vous êtes prêt à vendre à peu près n'importe quel prix pour éviter de détenir cet actif. Alors je voulais terminer parce que, du coup, je vous ai en gros expliqué que tout allait bien se passer, ou pas tout à fait. En tout cas, qu'il n'y avait pas de raison de se faire de cheveux blancs aujourd'hui, en juin 2019. Pour autant, et c'était mon point à un moment donné dans l'exposé, c'est que tous ces comportements ne sont pas déviants, on les a choisis. Quand on a effondré les taux à 0% et qu'ensuite on a lancé le QE, le quantitative easing, l'assouplissement monétaire quantitatif, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ? On a essayé de réduire la prime de terme de la courbe des taux, c'est-à-dire de baisser les taux longs, ce qui était de fait très malin, puisque, et vous le savez, quand vous prenez un crédit immobilier, quand vous prenez un crédit pour financer un projet dans une entreprise, le taux qui compte pour cet investissement, c'est évidemment le taux long. C'est le taux 8 ans, 10 ans, 20 ans pour un prix immobilier, c'est un taux peut-être 30 ans. Et donc la question de savoir que le taux court à 3 mois est à 0, c'est intéressant
On peut même l'enfoncer en territoire négatif, moins 40 points de base, moins 75 points de base si on veut, comme l'ont fait certaines banques centrales en Suisse, en Suède ou au Danemark. Mais ça ne change rien au fait que, à la fin, la courbe est pentue et du coup, le prix, le taux que vous payez à 10, 20, 30 ans, il reste très supérieur à zéro. Et donc, si vous voulez effectivement continuer à envoyer un stimulus monétaire dans l'économie, ce qu'il faut, c'est aller targeter directement ces taux longs. C'est ça qu'on fait avec le QE. On va se porter, et on a une banque centrale qui est un acheteur exogène, c'est-à-dire qui ne se soucie pas du prix, qui va acheter le taux long, voire très long, et qui du coup fait baisser le prix. Ça, c'est l'impact direct. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur supplémentaire sur un marché dont l'offre à court terme n'a pas tellement de raison de bouger. Le deuxième impact, et c'est ça dont je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle le canal du portefeuille. C'est-à-dire que parce que ça baisse le taux long, ça force tous les autres investisseurs, institutionnels ou pas d'ailleurs, à se décaler sur la courbe rendement-risque. C'est-à-dire, si vous ne changez pas votre profil de risque, vous avez moins de rendement. Et si vous voulez garder le même rendement, il faut prendre plus de risques. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, c'est présenté, le QE, notamment européen, par beaucoup de gens comme ce que je viens de décrire, le canal du portefeuille, comme un effet négatif, un effet défavorable, une sorte d'accident malheureux. Il faut bien comprendre ce que c'est que le QE. Ce n'est pas un accident malheureux que de voir une prise de risque excessive sur les marchés financiers. C'est l'objectif du QE. Ça ne sert qu'à ça. Quand on a lancé le QE, l'objectif, c'était de voir le spread Bund-BTP s'effondrer et ne pas refléter les fondamentaux italiens et leurs différences avec les fondamentaux allemands. C'est fait exprès. Mais du coup, qu'est-ce que sont censés faire les investisseurs institutionnels ? Suivre le canal du portefeuille, c'est-à-dire se décaler sur la courbe rendement-risque. Et comme vous pouvez difficilement vendre à vos clients ou à votre patron que la trésorerie qui vous a confiée est à taux très négatif, effectivement, vous allez vous décaler non pas sur du rendement, en lui expliquant qu'en fait, il aura moins 0,75% désormais, vous allez vous décaler sur du risque. Donc vous allez faire plus de risques. D'où mes amis CLO. Mon point, c'est de dire quoi ? C'est de dire que pour l'instant, les métriques ne ressemblent pas du tout, et j'espère vous en avoir convaincu, en termes de prix, en termes de design, en termes de qui détient, ne ressemblent pas du tout à ce qu'on avait en 2007. Mais donnez-nous 3-5 années supplémentaires de taux bas, et tout le monde aura été obligé de se décaler. Et le slide que je vous ai montré là, avec les prix, forcément, ça sera resserré davantage. C'est ce qu'on voit sur le crédit IG, on l'a vu ensuite sur le high yield. Demain, il faudra continuer à resserrer tout ça. Et si vous me donnez 50 plus, peut-être qu'on sera revenu à un niveau de prix qui vous dira qu'en fait, c'est super sûr le AAA, et donc je ne vous rémunère pas plus que du Bund. Et c'est ça mon point, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble, nous, côté recherche AXA-IM, qu'on s'embarque clairement vers des taux qui ne remontent pas. Donc c'est ça qu'on voit sur le graphique de droite, c'est qu'en avril, post-réunion de la BCE de mars, on se dit, enfin le pricing, donc ça c'est le pricing forward de Léonia. Donc ça dit où est-ce qu'on voit le taux, enfin ça dit ce que demande comme prix ou comme rémunération le marché obligataire pour vis-à-vis du taux de dépôt. C'est en gros le pricing du taux de dépôt dans le futur. Et vous voyez que le marché envisageait qu'on sorte des taux négatifs en gros fin 2022. Et ça, pour un économiste, ce n'est pas très raisonnable. La plupart des prévisions, c'était qu'on ferait ça avant, qu'il y avait quand même de la croissance, etc. Eh bien, prenez un mois de plus, quelques tweets, quelques chiffres pas forcément agréables et quelques discours de BCE, et vous êtes encore plus bas. Donc cette idée que les taux ont trouvé un plancher, nous, ça nous semble assez faux, en fait. On voit plutôt le contraire. On voit un pricing qui vous dit, en fait, les taux peuvent aller plus bas. Pas beaucoup plus haut, plus bas. Ce qui m'amène, parce que quand même je travaille chez AXA-IM, donc je vais quand même, et puis je n'ai pas l'intention de vous vendre du CLO aujourd'hui, donc je me suis dit, bon, à la fin, il faut quand même que je leur explique quelque chose qui leur sert vraiment, parce que je peux les rassurer sur le CLO, mais ça ne dit pas ce qu'ils doivent faire au quotidien. Il se trouve que nous, on a quelque chose à vous raconter, qui est que si vous pensez, si vous achetez cette idée que en fait la croissance va modérément bien, que ça ne repart pas comme en 40, et que du coup les taux vont rester bas, voire peut-être baisser, ça me fend le cœur de devoir le dire, mais peut-être qu'en fait c'est le bon moment de retourner au monétaire.
Et c'est ça qu'on a comme offre. C'est qu'aujourd'hui, on a un portefeuille monétaire qui est d'ailleurs, vous l'avez évoqué, hein, il y a une nouvelle réglementation. Le fonds qu'on a est un des premiers qui a été validé début janvier par l'AMF. Pourquoi ? Parce que la façon dont on gère tout ça est inchangée pré- et post-réglementation. On avait déjà un cadre d'analyse du risque qui embarquait la totalité des exigences réglementaires. Ce que montre le graphique, c'est la performance en vert clair, versus ce qu'on a sur le taux monétaire en vert foncé. Et on voit que systématiquement, depuis 2013, on est à chaque fois au-dessus, c'est-à-dire qu'on vous protège d'un effet de taux négatif. Donc au début, on a une légère surrémunération d'un taux qui est 0, puis aujourd'hui, dans un environnement où le taux est carrément négatif, et ben on vous protège de ce taux négatif. Le graphique est post-marge de gestion. Comment on fait ? Donc ça, c'est quelques stats qui montrent comment ça marche. Et évidemment, vous retombez dans l'histoire de diversification et de prise de risque. Oui, évidemment, on n'obtient pas un meilleur rendement juste en achetant de l'Eonia. Par définition, si on n'achète que de l'Eonia, ben, on est au prix de l'Eonia. Donc du coup, on a une répartition, on le voit notamment en termes de notation, on le voit aussi en termes de pari de duration. Alors ça peut paraître curieux hein, sur un portefeuille monétaire de parler de duration, mais même si c'est très court, on peut aller un peu au-delà de ce qui est vraiment très court. On a là-dessus des stress tests de liquidité qui étaient déjà au-delà de ce qui est exigé par la réglementation. Et ce qui est intéressant, et c'est là-dessus qu'on a marqué pas mal de points, c'est que ce qui est classiquement vendu sur ce genre d'outils, c'est un profil qui est très largement bancaire. C'est le cas du nôtre aussi. Hein. Vous voyez que c'est de loin le secteur où on est le plus exposé. Hein. Mais en relatif, en fait, c'est par rapport à ce qu'est le marché, c'est relativement faible, avec une exposition sectorielle qui est assez bien répartie. Je termine sur ce slide, juste pour dire ce qui existe d'autre. Donc le produit phare, c'est celui du milieu. En tout cas, c'est celui-là que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que dans un environnement de taux bas, et moi, il me semble qu'avec ce qu'on a raconté, en fait, on a une situation que Clarida, qui est un membre de la Réserve fédérale américaine, décrit très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent de la remontée des taux dans un environnement où il y a beaucoup de dettes. En fait, ça marche dans l'autre sens. C'est parce qu'il y a énormément de dettes que les taux ne remontent pas. Parce que qu'est-ce qui se passe si les taux remontent alors que vous avez énormément de dettes ? Tout le monde l'a en tête. Et du coup, les banques centrales préemptent. Le fait que la Fed revienne en arrière, c'est juste l'aveu qu'elle a laissé filer jusqu'ici et que donc il n'y a pas d'autre choix que de baisser les taux maintenant. La BCE fait pareil. Est-ce que c'est légitime en zone euro d'avoir des taux négatifs ? Vous avez vu la tête de l'année 2017 ? On a fait 2,5% de croissance, un peu plus, entre 2,5% et 3% de croissance. Le chômage en France, comme dans quasiment tous les États membres, Italie inclus, est au plus bas depuis 10 ans. Donc c'est pas vrai que l'économie de la zone euro va très 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 mal. L'économie de la zone euro, elle n'a jamais été aussi bien depuis 10 ans en niveau. Il n'y a pas d'inflation. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'inflation. Il y a 1% d'inflation sous-jacente. C'est faible, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'inflation. Donc avec 1% d'inflation sous-jacente, vous avez en gros 1% de croissance, et vous avez un niveau, ce qu'on appelle l'output gap, le déficit de demande, qui est en gros au même endroit qu'il était il y a 10 ans, c'est quand même pas très raisonnable d'avoir des taux négatifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on continue à mettre des taux négatifs et on va même les baisser parce que séquentiellement, il y a un ralentissement et on s'inquiète de plein de trucs. Donc oui, les banques centrales vont venir sauver en baissant les taux, y compris dans les territoires plus négatifs. Et puis, on s'inquiète de tous les effets pervers des taux négatifs. Alors, on va faire un système de tiering à la BCE, on va expliquer qu'il faut faire du macro-prudentiel, et puis, on va quand même vous expliquer pourquoi il faut faire du marché monétaire, parce qu'à la fin, le système de tiering, ça veut dire que les banques ne paieront pas les taux négatifs de la BCE. C'est à ça que ça sert. Et donc, qui va les payer ? Vous. Merci. Merci beaucoup, Denis et Laurent. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui. François. Merci. Une question toujours un peu provocatrice et économico-politique. Vous dites que la croissance tient, il ne faut pas être inquiet. Imaginons un scénario de tweets encore plus ravageurs que ceux qu'on a l'habitude de voir.
et que mon focus est surtout l'Europe. La croissance s'effondre et voire on rentre en récession. Enfin, ça va vraiment pas bien de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il y a comme arme demain matin pour relancer la machine? Il n'y a pas les taux d'intérêt puisque, hélas, contrairement à ce que tout le monde imaginait, anticipait, ils ne sont pas remontés, ce qui aurait pu donner de la marge de manœuvre. L'aspect politique de ma question, c'est est-ce que, je parle au niveau des États et pas des entreprises, est-ce que le prochain truc qui risque pas de lâcher, et regardez ce que dit Macron ces derniers jours, est-ce que le prochain truc qui risque pas de lâcher, c'est le 3% du critère de Maastricht, et que celui-là, on va finir par dire, bah, écoutez, pour relancer la machine, alors on présentera ça intelligemment, c'est juste une parenthèse de 5 ans, etc., que ce critère de 3% lâche. Oui, de toute façon, la sémantique est quand même beaucoup tournée, hein, parce qu'effectivement, il a fallu dans un premier temps réancrer des taux extrêmement bas pour extrêmement longtemps. Donc ça s'est fait du côté européen. C'est ce que fait la Fed progressivement, et elle va tourner Kazakh assez rapidement. Et donc très rapidement, eh bien, la tourelle de char, elle se déplace et elle se retourne vers la politique budgétaire, parce qu'on est toujours sur ce couple politique monétaire, politique budgétaire, et pour l'instant, on ne sait pas mettre autre chose dans l'arsenal des éléments de soutien à l'économie que ces deux éléments. On pourrait parler de politique d'innovation, politique technologique, politique d'approfondissement de la croissance potentielle, mais ça, c'est du réglage. Quand on parle de réglage de politique économique, on pense au réglage conjoncturel, politique monétaire, politique budgétaire. Et la tourelle du char, elle s'est déplacée. Vous avez des autorités comme Olivier Blanchard qui a clairement dit, de toute façon, taux d'intérêt réel négatif, inférieur à la croissance, c'est le moment où il faut s'endetter. Alors il faut s'endetter du point de vue de l'économie, du point de vue du gouvernement, pour faire de l'investissement, pour faire de la croissance potentielle, pour faire les conditions de la croissance à venir. C'est ça la sémantique qui est en train de se jouer, comme on l'avait de toute façon déjà dans les années 2007-2008, où c'était pas faire sauter les critères de Maastricht, mais c'était en gros de dire on va sortir les dépenses d'investissement public des critères de Maastricht. Mais si vous voulez, c'est un peu du même acabit, c'est ce que l'on est en train de retrouver, c'est la musique qui enfle. Oui. Alors, j'ai une réponse un peu différente, c'est-à-dire que vous avez, est-ce qu'il y a des munitions? Les choses sont pas la situation n'est pas la même de part et d'autre de l'Atlantique. Aux États-Unis, on est à 2,5% de taux Fed Fund. Si on l'effondre à zéro et qu'on relance le QE, et je vous garantis qu'on relancera le QE côté américain, c'est une certitude, on peut faire 400 points de base, 500 points de base de stimulus monétaire. Donc 250 sur le taux, et on fait facilement 150-200 points de base de QE. Ça, c'est ce qu'on a fait comme stimulus monétaire chaque fois qu'il y a eu une récession aux États-Unis, donc la marge alliée. Et à l'inverse, côté américain, la marge budgétaire est non existante, puisque le déficit est déjà à 5% du PIB sur les 10 prochaines années. C'est important, hein, ça n'est jamais arrivé en temps de paix. Donc en fait, ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Même les Reaganomics, même la guerre du Vietnam, même la crise financière mondiale, ça n'a jamais fait ce niveau persistant de déficit américain. Jamais. Comment c'est possible que ça tienne? Parce qu'on est tellement bête que le dollar est la seule devise qui existe sur cette planète. C'est de notre faute. Si on avait été un peu sérieux en 2011, et on le voyait en 2003-2004, l'euro a pris 10 points de PIB mondial dans la part des réserves de change internationales. L'euro était un concurrent crédible du dollar, de la même façon que Airbus est un concurrent crédible de Boeing, voire l'a surpassé. On avait réussi. Bon, on s'est attaché les lacets et on est tombé par terre. Les Chinois auraient pu challenger le dollar. C'était complètement crédible. Les Chinois sont des gens très raisonnables qui ont une autre vision du temps que nous. Ils pensent que la Chine est là depuis 4000 ans. Ils ont peut-être raison d'ailleurs, c'est possible. Et donc, ils ont refermé la porte, la fenêtre, parce que la conjoncture n'était pas optimale en Chine. Donc, ils ont refermé. Il y a le contrôle des capitaux. La monnaie n'est pas convertible, elle n'est pas flexible. Ça ne sera pas une devise qui peut challenger le dollar sur les 5 prochaines années, peut-être 10. Les Chinois s'en moquent. Ils nous battront dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 1000 ans. À la fin, la Chine sera la puissance mondiale unique. Ils en sont absolument convaincus.
Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, ils n'ont pas cette inquiétude. Du coup, le dollar est l'unique devise mondiale et on est toujours dans le monde de Valéry Giscard d'Estaing. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, côté européen, vous avez raison. En tout cas, vous avez raison en apparence. Le taux de la BCE est à moins 0,4%. Donc on se dit, bah voilà, c'est scotché. Le QE, politiquement, c'est compliqué. On l'a déjà fait, et dans les paramètres qui sont les nôtres, politiquement, on ne peut pas aller bien loin. Et du coup, la réponse spontanée, c'est le budgétaire. Et quand on regarde la position agrégée de la zone euro, en fait, il y a beaucoup de marge. Alors ça, c'est hyper choquant pour des Français. Mais quand on regarde l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche, et qu'on fait un stimulus budgétaire organisé, on a la capacité de réagir à une récession. L'Allemagne peut faire un très gros stimulus budgétaire qui peut tous nous sauver. Et non, ça ne sert à rien de faire sauter les 3% pour tout le monde, parce que si c'est l'Italie qui s'endette, c'est ce qui s'est passé en 2018, en fait, le stimulus budgétaire a un impact nul, voire négatif sur l'économie, parce que ce qui est obtenu, et il n'y a pas de raison, enfin, quand on fait un stimulus budgétaire, ça se transmet à l'économie, on donne de l'argent aux gens, ils le dépensent, hein, surtout quand c'est des gens pauvres. Vous inquiétez pas, si vous donnez 500 €, si vous augmentez le RSA de 10%, les gens vont le dépenser. Hein. Donc le problème, c'est pas que le multiplicateur budgétaire, donc l'efficacité budgétaire a disparu, c'est parce qu'il y a d'autres effets qui viennent compenser. Concrètement, il y a eu un durcissement des conditions de financement pour les entreprises italiennes qui est considérable. Et donc, net, ça fait 0. Demain, si les Italiens relancent, ça fera 0. Donc, cette idée de faire une relance des pays qui ont envie de relancer, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est organiser la relance, et politiquement, ça ne le fera pas. C'est en partie lié à la Ligue hanséatique, donc les Allemands et leurs copains du Nord, mais c'est aussi lié aux Italiens. On est toujours deux pour danser un tango. Les Italiens et leur attitude extrêmement agressive et extrêmement arrogante fait qu'on ne peut pas avancer. Et ce qui a changé sur la position de l'Italie, ce n'est pas tellement le fait de faire du déficit, parce qu'ils ont toujours fait, ou de ne pas suivre les règles, parce qu'ils ont toujours considéré que la loi, c'était un document intéressant qui permettait de caler une armoire. C'est le fait que, de façon explicite, ils disent « non, mais nous, on ne joue pas avec les règles ». Et ça, les Allemands et leurs amis protestants, c'est pas acceptable. Quand on a des règles, on les suit. Donc du coup, il y a cette crispation qui fait que non, je ne crois pas que le budgétaire viendra à la rescousse ce coup-ci. Et donc oui, la BCE n'aura pas d'autre choix que de sauver l'euro. Parce que c'est dans son mandat. Et s'il n'y a pas de budgétaire, et de fait aujourd'hui, Draghi dit ouvertement dans sa conférence de presse de juin, les amis, il va falloir que quelqu'un s'occupe du soldat euro. Ça va pas être la BCE le prochain coup. Et il a tort. Parce que comme il n'y aura personne d'autre, ça sera encore la BCE. Comment? Alors, il y a de la marge pour baisser les taux. C'est ce que montre la Suisse, c'est ce que montre la Riksbank, c'est ce que montre la Banque centrale du Danemark. Donc on peut encore baisser les taux. On peut à l'aise descendre à moins 75 points de base. On est aujourd'hui à moins 40, donc on fait 35 points de base. C'est pas beaucoup, ok. Donc il faut faire plus. Et oui, on fera un système de tiering pour protéger les banques, pas de problème. Donc c'est les investisseurs non bancaires qui prendront l'impact sur le monétaire. Et puis après, il faudra décaler et donc aller chercher les taux longs. Et aujourd'hui, la courbe des taux, même allemande, si on regarde le 30 ans, mais périphérique a fortiori, elle est assez pentue. Notamment par rapport au Japon, mais même par rapport aux US. Alors a fortiori, puisque aux US, elle est inversée. Donc on ira aplanir la courbe. Comment on fait ça? C'est ce que les Japonais appellent le yield curve control, le contrôle de la courbe des taux. On fera du contrôle de la courbe des taux. Comment on fait ça? On relance le QE. Politiquement, ce sera très difficile sur la partie souveraine. Mais est-ce qu'on réenclenchera le SPP, le CSPP? Moi, j'en suis absolument convaincu. Et dans un cas récessif, puisque c'est celui-là dans lequel on regarde, et qui peut, et vous avez raison, ce n'est pas le tweet qui le déclenchera, mais c'est quand il dira en fait, on ne s'est pas compris avec les Chinois, c'est 25% sur un demi-trillion de dollars d'exportation chinoise. Là, oui. Et puis derrière, je vais m'occuper de mes amis allemands et de leur secteur automobile, parce que voilà, quand on en sera arrivé là, effectivement, la BCE sera obligée de venir à la rescousse parce qu'il n'y a personne d'autre. Et oui, il y aura des outils. Et le Japon fera pareil. C'est-à-dire que la Banque du Japon a en gros 10-15 ans d'avance sur la zone euro. Donc c'est très intéressant pour moi de regarder la Banque du Japon parce que c'est le laboratoire de la politique monétaire. C'est les gens qui disaient « nous ne ferons jamais de taux négatifs ». Bon, ils en ont fait. Ils ont dit qu'ils allaient faire du QE. Après, ils ont fait du QQE. Ensuite, ils ont dit que en fait, voilà, le QQE, ça suffisait. Ça suffisait tellement qu'en fait, ils ont fait complètement autre chose, qui s'appelle le yield curve control. Donc voilà, la prochaine étape de la politique monétaire, elle sera inventée par les Japonais. Et la BCE la fera dans la foulée.
D'autres questions? Sur les taux de change. Alors, moi, il y a 3 devises qui m'intéressent quand je regarde, c'est euro, sterling et dollar. Dans cet environnement-là, quand on voit en gros le raté dans le moteur de la croissance allemande, dont certains Français se réjouissent à tort, parce que, alors c'est vrai, la croissance française sera supérieure à la croissance allemande cette année. Formidable. La France est une des économies les plus acycliques du monde. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est juste qu'on est un super tanker, qu'on a 0 frein, et du coup il y a énormément d'inertie, et qu'on continue dans notre médiocrité résiliente. Il y a effectivement de quoi applaudir, quoi. Alors qu'effectivement l'Allemagne est très ouverte sur le commerce extérieur, sur le commerce mondial, et souffre de sa force quelque part. C'est-à-dire que quand la Chine ralentit beaucoup et se transforme, quand il y a finalement très peu de produits qui sont exportés par l'Allemagne, si ces produits-là sont en chute et que ces marchés-là sont en chute, eh ben, l'Allemagne frise avec la récession. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Dans cet environnement-là, où en face aux États-Unis, on a très largement sous-estimé la durée qu'aurait le stimulus et son effet un peu esprit animaux qui fait qu'il entretient des enquêtes de conjoncture qui sont toujours à un niveau très élevé, on reste long dollar. Et donc long dollar notamment contre l'euro. Sur le sterling, c'est un pari à 100% sur le Brexit. C'est ça qui drive le taux de change euro-sterling depuis 2016 en fait. Et même avant le référendum, on voyait en fait il y avait une corrélation avec les sondages sur le référendum qui était absolument bluffante. Ensuite, résultat, crack. Et puis à chaque fois, ensuite, c'est devenu que de la politique. Donc du coup, il faut avoir un point de vue fort sur comment tout ça se termine. Bon, vous savez sans doute où on en est. On a 10 candidats à la succession de Theresa May comme leader du Parti conservateur britannique, puis donc sans doute comme prochain Premier ministre de la Grande-Bretagne. Sur les 10, il doit y en avoir 7 qui ont fait de la cocaïne dans leurs années jeunes. Et ça nous en laisse, en fait, et d'ici 10 jours, on aura le nom des 2 finalistes. Il y a une probabilité très forte pour que l'un des 2 finalistes soit Boris Johnson, qu'on ne présente plus, ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères, et hard Brexiters. Si c'est ça la finale, Boris Johnson contre quelqu'un, Boris Johnson gagne. Et donc pour nous, c'est relativement clair que le prochain Premier ministre britannique, c'est Boris Johnson. Donc est-ce que ça conduit le marché, notamment d'échange, puisque c'est par là que ça passe en termes de signal de marché, à s'inquiéter davantage? Moi, il me semble que oui, dans les 10 prochains jours. Après, il faut faire très attention à ce que les gens disent et à ce qu'ils font. On est en fait dans une situation qui est très similaire à la campagne des primaires américaines. C'est-à-dire que notre ami Boris Johnson, ce qu'il essaye de convaincre, c'est les 120 000 membres du Parti conservateur qui vont voter. Pas la nation entière, pas l'Europe, voilà, 120 000 personnes. Et donc, le Brexit n'est pas un sujet d'intérêt dans cette campagne. Si vous suivez la campagne du Parti conservateur, qui est d'un niveau assez lamentable, mais peu importe, le sujet n'est pas le Brexit. Le sujet, c'est essentiellement le stimulus budgétaire qui promettent tous les uns après les autres, et encore plus important, qui est le mieux à même d'assurer la survie du Parti conservateur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aux élections européennes chez nos amis britanniques? Exactement la même chose qu'ici. Les républicains se sont fait massacrer, moins de 10%. Les conservateurs se sont fait massacrer, moins de 10%. Avec un Nigel Farage, c'est-à-dire une Marine Le Pen, qui fait... Alors, Nigel Farage a carrément fait plus de 30%. Marine Le Pen a fait, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 20 et 25, quelque chose comme ça. Donc un très fort score qui, évidemment, vient rogner une droite, que ce soit le Parti conservateur ou les Républicains en France, qui s'était justement positionné un peu plus à droite. Donc il y a une vraie question existentielle de survie de ce parti. Et donc ce qu'ils cherchent, c'est le gars un peu marrant et qui incarnerait cette droite dure. En tout cas, c'est ce que cherche à faire le Royaume-Uni. Le Parti conservateur britannique, je ne me prononcerai pas sur les Républicains français. Voilà ce qu'ils essayent de chercher. Et Boris Johnson, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été hard Brexiters, donc qui peut récupérer cet électorat Farage, qui est assez copain avec Farage, et finalement, c'est le Donald Trump britannique. Et il faut faire très attention, hein, c'est pas une insulte d'être Donald Trump britannique, parce que être Donald Trump, c'est être, le président des États-Unis d'Amérique, et on peut penser que c'est un idiot, mais tous les idiots n'arrivent pas à être président des États-Unis d'Amérique.
Et le deuxième point, c'est que, comme d'autres hommes politiques européens, comme d'autres, y compris français, hein, c'est quelqu'un qui a un aura, un charisme qui est extrêmement rare. C'est quelqu'un qui fait rire, c'est quelqu'un qui est drôle, c'est quelqu'un qui fait 1,90 m. C'est quelqu'un qui, quand il rentre dans la pièce, les gens sont estomaqués. Boris Johnson, c'est pas ça. Il fait déjà pas 1,90 m. Mais il y a ce côté-là. C'est quelqu'un d'assez marrant. C'est quelqu'un qui parle bien, très important au Royaume-Uni. Il a un anglais. Et puis c'est quelqu'un qui a très bien compris ce qu'était cette campagne. Et donc, qu'est-ce qu'il propose comme stimulus budgétaire? Et moi, je trouve ça très amusant pour un Français. Il propose de baisser la tranche d'imposition sur les revenus pour le seuil, la tranche la plus élevée. Donc de remonter le seuil. Donc ça veut dire que les gens qui gagnent le plus, ils entrent dans cette tranche plus tard. Et de compenser en termes de financement par, puisque ça c'est une période de revenus, par une augmentation des cotisations sociales sur les revenus travaillés. Alors ça c'est amusant pour un Français parce que c'est exactement le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, puisqu'il a augmenté la CSG et il a baissé les cotisations salariales. Dit autrement, ce qu'a fait Emmanuel Macron, et j'espère que ça n'a échappé à personne, c'est un transfert des retraités plutôt riches, en tout cas hormis un minimum vieillesse, vers les gens qui travaillaient, les salariés. Ce que propose Boris Johnson, c'est exactement le contraire. C'est on prend aux salariés et on le donne aux retraités, surtout les riches retraités. Pourquoi il fait ça? Parce que dans les 120 000 membres du Parti conservateur, il y a essentiellement des vieux riches. Peut-être simplement sur l'échange, un autre change que l'on n'a pas évoqué, qui est celui du yuan, enfin du yuan dollar. Avec la trajectoire, on a l'impression là, on est à 6,9 à peu près vis-à-vis du dollar. Et la question, effectivement, le change, on peut le lire très immédiatement, mais il faut aussi, quand on parle de la Chine, avoir une lecture très longue. Et ce qu'est en train de faire la Chine, c'est par beaucoup d'aspects de se redéployer à l'international. C'est évidemment les très romantiques route de la soie qui est de la soft policy, mais de la hard economy, très clairement, parce que c'est une structuration d'espace pour délivrer des produits et pour structurer aussi des acheminements. Et quand on se déploie à l'international, on ne le fait pas avec une monnaie qui se déprécie. On n'en a pas la capacité. On ne peut pas se déployer de cette manière. La tendance du yuan, vraiment la tendance longue, hein, la tendance du yuan est une tendance à l'appréciation. Parce que le yuan, la monnaie, est de toute façon aussi l'instrument du pouvoir. Et les Chinois joueront progressivement l'appréciation du yuan, avec, comme d'habitude, dans le cas de la Chine, c'est un pilotage qui est toujours très fin. On le voit, ils ont un pilotage pour la politique interne qui est le jeu de la croissance et celui de la stabilité financière, qui peuvent être antinomiques. Donc, c'est pédale-frein. Ils pilotent un peu comme un pilote de rallye. Hein. C'est pédale-frein, pédale-accélérateur en permanence, avec un pied qui est en travers. Et puis, c'est la même chose sur le yuan. C'est-à-dire qu'il faut que le yuan s'apprécie, parce que c'est une des conditions de structuration de l'espace, mais pas trop vite, pour éviter de perdre trop rapidement des parts de marché sur les exportations, surtout si celles-ci sont menacées par de la tension commerciale qui va croissant. Donc on est vraiment dans un moment où, effectivement, je compléterai ma première réponse. Vous avez la politique conjoncturelle, c'est du réglage de politique monétaire, de politique budgétaire, et effectivement, États-Unis et zone euro, ça n'a absolument rien à voir dans le terme de l'équilibre, mais c'est aussi le jeu du change, et la Chine en est totalement l'incarnation. Pas d'autres questions. Un grand merci à nos deux conférenciers.